mission absolument essentielle. Nous sommes finalement, avec le Musée d'art moderne de New York, la seule grande institution internationale qui est constituée d'une collection d'architecture et une collection de design, et bien évidemment de toutes les autres disciplines, qui s'entrecroisent d'ailleurs, cinéma, photographie, vidéo, art numérique, son, etc. C'est donc le lieu de la modernité, le lieu où justement ce qui est toujours en question, ce que nous tentons de toujours mettre en question, c'est évidemment ce qui a trait à la manière dont la modernité s'est construite, mais également la manière dont la modernité est en acte aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons, vous le savez, vous en connaissez bien évidemment certains des acteurs, j'ose le dire, les plus exceptionnelles équipes qui soient, évoluent tout le temps à l'architecture, les groupes, les Saint-Paul, les Malmonier, ce sont des noms qui nous sont peut-être familiers, et évidemment une équipe sous la conduite de Blanche Bayer, qui est là, qui est une équipe absolument remarquable, qui touche bien sûr à la question du design et à la question de toute la dimension prototypale aussi, qui est propre à la création d'aujourd'hui. De ce point de vue, c'est aussi très important pour nous de repenser ce qu'avait été le centre de création industrielle. Pas d'entre vous trop jeunes, se souvenir que dans les missions initiales du centre Pompidou, à l'initiative de François Barret, qui en a été le premier directeur, la question même de la production industrielle faisait partie même des missions de la maison. Et au fil du temps, ces missions se sont quelque peu, je dirais, transformées, essentiellement avec la volonté de la constitution d'une collection. Cette collection, vous la connaissez, en architecture, en design, unique au monde, et il faut saluer le travail, je dirais, de rattrapage absolument gigantesque qui a pu être fait par l'ensemble des équipes et qui, de fait, continue de se faire aujourd'hui. Et de fait aussi, point important, tout cela se traduit par la présence d'œuvres de nature différente qui sont dans les salles, par la présence également d'expositions temporaires, par la présence de rendez-vous, de colloques, de toutes les formes, même de tous les formats propres à la création économique que je rencontre avec eux aujourd'hui, on en est évidemment un exemple. Mais je veux peut-être souligner 2-3 points qui sont extrêmement importants, je crois. D'une part, la création l'année prochaine d'un nouveau rendez-vous annuel sous l'égide de Marie-Ange Breyer avec l'équipe justement du musée. Nous avons appelé Mutation-Création. Nous allons chaque année, et c'est très important à l'échelle d'une maison comme celle-ci, organiser un rendez-vous à partir de thèmes qui seront liés évidemment à la production du design aujourd'hui, à la création industrielle aujourd'hui. Nous allons réactiver en quelque sorte ce qu'a été le CCI sans revenir sur le passé. Il n'y a pas de mélancolie dans tout ça, il y a au contraire la volonté d'être extrêmement, extrêmement actif. Et si je fais le point de la seule programmation de l'année 2017, ça c'est pour vous donner envie de venir, de revenir, nous avons mis en place un ensemble de rendez-vous importants, puisque 2017 c'est aussi les 40 ans du centre Pompidou. 40 ans, presque mon âge, et pas tout à fait celui de la plupart d'entre vous. Mais c'est, je crois, important de souligner qu'à l'échelle d'une maison comme celle-ci, où l'on parle d'une rétrospective Twombly, où l'on parle d'une rétrospective Magritte, et j'en passe, il y aura donc ce rendez-vous, Mutation-Création, dont la première édition s'intitule Imprimer le monde, manière de mettre en évidence comment la production est aujourd'hui liée à des modes d'investigation, à des prototypes qui reposent bien évidemment sur les nouvelles technologies. Marie-Ange vous en dira peut-être un mot à l'occasion de ces différentes rencontres. Mais en contrepoint justement de cette première édition, comme manifestation, exposition, nous invitons le très célèbre designer anglais Russell Crowe, que je suppose nombre d'entre vous connaissent. Il est entre autres fameux, j'en parlais tout à l'heure avant même que nous le retrouvions, pour être l'un des designers au contact de Renault
conscience des nouveaux matériaux, conscience des modes de production d'aujourd'hui. Je crois que ça fait partie des enjeux qui sont les autres. Donc mutation-création, imprimer le monde, en contrepoint cette rétrospective de Russell Groth. Et si je balaye la programmation, j'ai tendance à dire que le design ou le rapport entre la création, le design et l'industrie, ce qui est aussi, je crois, quelque chose qui est essentiel pour vous aujourd'hui, sera présent au fil de l'année à travers différents rendez-vous. Bernard Lassus, très grand paysagiste, celui des autoroutes, si vous voulez, que nous invitons et qui va fabriquer pour nous un jardin artificiel au printemps prochain, pour célébrer le printemps sur les terrasses du centre Pompidou. C'est celui qui, au fil de sa vie, a entre autres travaillé avec Vinci et a su donc nouer des partenariats avec le monde industriel. Nous rendons également hommage à Piano Rogers, aux architectes de la maison où nous trouvons, autour, entre autres, de toutes les esquisses, les maquettes et autres éléments qui ont permis la constitution de l'auguste maison. Et puis, si je balaye encore la programmation, je dis ça pour vous montrer non pas tant le foisonnement de ce qu'on fait que la tentative des questions que l'on essaie de mettre en valeur. Là, on va se balader également dans d'autres continents. Je crois qu'à l'ère de la mondialisation, il est évident qu'il ne faut pas se cantonner au territoire où nous nous trouvons. Et dans le rendez-vous, par exemple, que nous allons avoir avec un collectif indien qui s'appelle le Clark House Boundary, qui est un collectif porté par une figure absolument fantastique de la scène contemporaine indienne qui s'appelle Sumesh Sharma, il y aura là aussi, si vous voulez, des modes de production, de fabrication, de diffusion des choses qui pourraient s'apparenter aux recherches qui sont les vôtres. De la même manière que, si je regarde encore la programmation, il est clair que le projet de l'exposition que nous allons faire autour de photo et graphisme est bien sûr un projet qui touche à des questions qui pour vous sont des questions absolument essentielles. Puis je vais ajouter à ça des choses importantes, puisque dans ces 40 ans, on fait, comme vous le savez, on a décidé de faire 40 rendez-vous à travers la France. Il y avait deux façons de célébrer les rendez-vous, soit rester ici, soit de faire en sorte que les choses se diffusent à l'échelle nationale et internationale. Donc on a organisé 40 rendez-vous. Il y aura entre autres à Nantes, dans le bâtiment LU, qui se veut qui a été édité par Touchain, des belles réussites reconversion architecturale, une grosse expo que nous ferons sur les utopies du futur, qui aura lieu là aussi un peu plus tard dans la saison. Dans ce magnifique endroit qui est la piscine à relever, du design, mais surtout, je dirais, de l'architecture de l'entre-deux-terres, qui a été magnifiquement là aussi restaurée et agrandie. Nous faisons une très grande exposition sur la question des coloristes, un sujet absolument fondamental, dans nos collections de Patrick Salomonier en passant par d'autres, il y a évidemment un ensemble considérable de coloristes. Nous faisons également dans la villa 21 de Eileen Gray une exposition documentaire importante de Eileen Gray et nous sommes très associés par exemple à l'étranger à la Biennale de Milan et à la grande exposition qui sera présentée avec le ressortissants. Tout ça pour vous dire que bon, il y a quantité de rendez-vous qui touchent à des territoires, à des domaines qui sont absolument différents. Je pense absolument essentiel que ce rendez-vous ait lieu ici, au centre Pompidou. On pourrait rajouter un peu ce qu'on fabrique à droite et à gauche, mais je crois que véritablement une volonté, à travers des initiatives qui prennent à la fois le service architecture et le service de l'intérieur, aussi à d'autres conservateurs, donc Paul Titiot, qui a beaucoup travaillé sur la dimension prototypale, même dans une première vie, avant de rejoindre le centre Pompidou, vraiment la volonté de faire des choses qui touchent à la nécessaire expérimentation et au mode de production de notre monde contemporain. Voilà, donc je voulais vous saluer, vous souhaiter d'excellents travaux, et vous dire que demain est toujours un autre jour, et remercier les organisateurs de cette manifestation d'avoir préféré
qu'ailleurs. Bonne journée. Merci beaucoup, merci pour cet accueil et merci de façon plus générale pour cet hébergement généreux que vous offrez à Design d'emploi. On a un petit souci, il y a déjà des jeunes qui sont sortis parce qu'il y a des ateliers. Je pense qu'on peut peut-être quand même retarder de 5-10 minutes les ateliers pour qu'ils aient la possibilité d'assister un peu à ce qui va être dit ici. J'ai vu qu'il y avait déjà un certain nombre de personnes sorties. Voilà. Bon, donc moi je voulais juste dire quelques mots. En fait, lorsque on a créé la PCI, l'idée et le centre Jean Pompidou est membre fondateur de la PCI. L'idée était relativement simple. On était au début des années 80. On avait créé un certain nombre de formations, en prenant acte du fait qu'il n'y avait pas de formation qui forme la bac plus simple des designers. En tout cas, la principale, c'était souvent des options. Et qu'à ce moment-là, la question qui se posait, c'était de savoir, mais ces jeunes, quand ils vont sortir de ces formations, est-ce que les entreprises, est-ce que les administrations, est-ce que la société tout entière seront à même de les accueillir et de leur offrir une insertion professionnelle. Donc ça a commencé comme ça, et on a mis en place un certain nombre d'outils, comme l'observatoire du design pour l'inauguration des semaines, et depuis 3 ans, la 4e session, des actes d'emploi. L'idée, c'est effectivement de permettre de rapprocher les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas forcément une bonne connaissance de l'entreprise, mais qui ont leur mode de fonctionnement, leur relation avec la société, au pouvoir, au réseau, et les entreprises qui, elles, sont dans des structures souvent plus hiérarchisées, et de rapprocher un petit peu les deux. Alors je ne dirai pas, parce que j'ai contacté que c'était toujours un peu le cas, que dans certaines écoles, on se méfie encore beaucoup des entreprises. Donc ce moment est un moment très important. Ce qui nous est dit par les jeunes après nos sessions de design d'emploi, c'est qu'on a eu des gens d'entreprise qui nous ont écoutés, qui ont été attentifs et qui nous ont donné leurs conseils, ce à quoi ils ne s'attendaient pas du tout. Et des entreprises qui disent finalement on a retrouvé des talents créatifs qu'on ne connaissait pas forcément, parce que ce sont des écoles qu'on ne connaît pas forcément, pour une spécialité qui ne sont pas encore complètement connues. Il y a un très grand foisonnement de formation, de très bon niveau. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est après cette formation, d'aider les jeunes à cette insertion. Indépendamment de la journée aujourd'hui, vous l'avez vu, donc les jeunes, il y a un site internet sur lequel on va mettre de plus en plus d'informations qui concernent directement les jeunes sortis d'école, y compris les offres d'emploi, qui sont souvent, quand on va les chercher sur les sites spécialisés, ce sont des offres d'emploi qui sont en général pour des personnes expérimentées. Donc qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? Il y a des concours, il y a effectivement des offres d'emploi, il y a même parfois des offres de stage qui sont commencées après la fin de sa scolarité. Et donc ceci sera à la disposition des jeunes, c'est à vous de le faire vivre aussi et à nos partenaires. Alors pour organiser ces journées, d'une part, on a parlé avec France des années d'éducation et l'ONDEA, l'association des écoles d'art nationales, et qui donc se sont joints à cette manifestation. Et pour l'organisation, on s'est associé avec Antoine Lemas, qui donc a un cabinet de consultants en recherche de talent international, donc il connaît bien à la fois le monde de la création et le monde de l'entreprise, et il y a quelque chose qui nous paraît très très utile. Et du coup, je vais me permettre de vous présenter les deux jeunes filles qui sont, je ne sais pas où, Juliette et Caroline, qui sont évidemment sorties à ce moment-là. Caroline est là, Juliette est sortie. Juliette est sortie. Oui, bon, quand elles arriveront, vous leur demandez de descendre si ça vous ennuie pas. Comme ça, vous descendez tous les deux. Que je vous présente, que tout le monde vous connaisse. Je veux aussi remercier les ministères qui nous soutiennent, donc le ministère de la Culture et de la Communication, qui n'est pas là ce matin, mais qui sera là dans l'après-midi. Donc la directrice générale de la création artistique viendra voir un petit peu les ateliers de speed dating cet après-midi. Et puis le ministère de l'Industrie, disons le ministère de l'Économie, avec ses deux secrétariats d'État à l'industrie et au numérique, qui nous ont soutenus dans cette opération. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai remercié tout le monde, sans doute pas, mais comme le temps passe assez vite, je vais me permettre de passer la parole rapidement aussi à Christian Bellerin et à Jacques Lefebvre. Donc, Christian.
radio. Moi, je pense qu'effectivement, entre la FDE et l'Andéa, on représente un paysage des écoles supérieures d'art et des écoles de design, d'une façon générale. Donc moi, je vais parler de ce qui me concerne, c'est-à-dire, effectivement, d'abord, je suis Jacqueline Fèvre, je suis directrice de l'École supérieure d'art et de design d'Orléans, et je suis directrice dans le cadre d'un grand réseau, alors à la fois des écoles du ministère de la Culture, c'est la première des choses qui nous réunit, et la deuxième chose, c'est qu'on est un réseau qui s'appelle l'ANDEA, qui est l'Association des écoles d'art, l'Association nationale des écoles d'art, comme dit Anne-Marie Boutin, et que ce réseau, on en connaissent, c'est une cinquantaine d'entreprises sur le territoire de la France, qui est issue du réseau des écoles des beaux-arts, mais qui s'est totalement transformé. C'est pour cela que je veux passer un message, parce qu'effectivement, si les entreprises sont en capacité d'entendre les jeunes créateurs, je crois aussi que les écoles sont aussi en capacité de former des jeunes créateurs qui ont à la fois une grande capacité à mener un projet de recherche-création et d'amener et d'être en capacité de s'adresser à l'entreprise et de lui amener une vraie vision. Et je sais aussi que les entreprises sont très en demande de cela. Néanmoins, effectivement, le travail est à faire de façon permanente. Donc aujourd'hui, on a dans nos écoles supérieures d'art et de design un master. Nous avons également aussi la licence qui est en train de s'organiser sous le nom de licence, parce que le diplôme Bac plus 3 existe depuis fort longtemps au niveau national, mais il est demain une licence. Le diplôme Bac plus 5 est depuis 5 ans un master, et on travaille également sur la sortie des lycées, on les prend très jeunes, et indépendants, puisque quand même effectivement nos étudiants deviennent pour 60% d'entre eux des jeunes indépendants, et puis pour entre 30 et 40%, ils vont travailler dans des entreprises ou dans des collectivités. Donc c'est un secteur qui est en totale expansion. Il n'empêche, quand je vais discuter avec 4 de nos anciens étudiants qui sont donc des jeunes professionnels, c'est pas simple tout de suite de s'adresser au monde de l'entreprise quand on sort de 5 ans d'école, même si dans nos écoles maintenant, on les prépare par le biais de stages, par le biais de séjours à l'étranger. Mais l'urgence, c'est effectivement cette réunion en fin de parcours. Et c'est ce qu'organise ce forum Design pour l'emploi, et ça, j'en remercie infiniment la PCI, qui nous donne effectivement ce qu'il leur donne. Nous, on est dans l'affaire, on essaie d'accompagner, mais là, après, c'est la société civile et les jeunes et les entreprises qui doivent se réunir. Donc, mettons tout en œuvre pour que ce passage-là se passe. On travaille, par exemple, nous, dans les écoles supérieures d'art et design, contrairement à notre tradition, même sur les parcours d'alternance, sur les parcours un peu nouveaux, on réfléchit à tout ça. Et je suis bien contente, effectivement, de voir qu'au lendemain de votre formation, il y a des entreprises et il y a aussi des lieux pour faire lien entre l'école et le monde du travail. Christian Guérin. Oui, alors, moi, exactement pareil. Voilà. Moi, je représente, parce que c'est éblouissant. Je représente France Design Éducation, je suis président à une école enseignement supérieur de design, une école que vous connaissez, dont vous connaissez Red Bull, Estienne, SAD, Discipline, SDS, Strat, SAG, Gage. Je suis parti dans une, je vais évidemment oublier une. Voilà, l'école de design de Nantes, je suis le directeur. Évidemment, merci à tous ceux qui ont organisé cette manifestation, la PCI en premier, Antoinette. Merci à vous de nous recevoir dans ce merveilleux écran. Notre responsabilité en tant que directeur d'établissement est à la fois de former des créatifs, c'est la moindre des choses, mais surtout de faire en sorte qu'ils trouvent du travail et qu'ils puissent faire carrière. C'est-à-dire que nous avons un objectif de professionnalisation de nos formations, donc évidemment, les relations avec les entreprises sont au cœur même de ce processus de professionnalisation. Mais c'est véritablement notre responsabilité. Notre responsabilité est de faire en sorte que les étudiants conçoivent leur formation comme un investissement professionnel qui doit effectivement les porter pendant 40 ans ou 50 ans d'activité. Et vous allez voir, ça ne va pas s'arranger, ce sera peut-être 60 bientôt. Voilà. Donc c'est la moindre des choses, c'est notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous participons
à cette manifestation, justement pour continuer cette œuvre qui consiste à faire en sorte que les étudiants à la fois trouvent du travail, premier emploi, c'est la moindre des choses, mais aussi puissent faire carrière. On parle peu de la carrière des designers dans les écoles de design. J'ai été président d'une association internationale de design. Il est très rare qu'on parle de la carrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 22, 23 ans, 24 ans, la plupart d'entre vous, c'est le premier emploi. Qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est aussi effectivement l'occasion de poser des questions pour savoir comment on peut gérer une carrière des designers. On en parle peu, mais ça devient totalement essentiel. C'est-à-dire que je prétends que le design, comme la plupart d'entre vous, la plupart des professionnels qui sont là, est devenu une discipline stratégique pour les entreprises, une discipline de management de projet. Et bien comment effectivement les designers vont rejoindre les positions stratégiques et les positions managériales à l'intérieur des structures. Ça peut fonctionner à la condition effectivement que les entreprises mûrissent et on a l'opportunité de leur signifier qu'elles doivent mûrir et faire évoluer leur structure. Mais ça ne peut fonctionner aussi que si les étudiants sont prêts à entendre ce discours et à projeter sur des fonctions managériales. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je remercie tous ceux qui ont rendu cette journée possible. Merci et bonne journée. Bonjour, j'invite mes panélistes de venir sur scène pour qu'ils puissent se présenter et expliquer un petit peu comment on recrute dans les entreprises. Je tenais tout d'abord à les remercier parce que ce sont tous des personnes qui sont, comme vous pouvez imaginer, extrêmement occupées dans leurs entreprises. Ils sont responsables pour un certain nombre du recrutement des designers, mais aussi des designers qui sont à la tête de leur activité. Et donc, ils vont pouvoir vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils recherchent, comment ils recrutent, et qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Comme vous savez tous, on vient de le dire, il y a des grosses mutations au niveau de cette activité. Beaucoup de choses se passent. Moi, personnellement, je recrute avec mon agence, avec ma société, un certain nombre de designers partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent de partout dans le monde chercher des designers bien particuliers. Il y a un monde qui est en train de changer aujourd'hui. Et ce n'est pas nécessairement facile de trouver ces personnes. Alors, naturellement, on vient me voir en général quand on cherche des personnes avec une certaine expérience. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent eux-mêmes chercher dans les écoles, etc. Mais je me rends compte qu'il y a un manque par rapport à ce que recherchent ces entreprises. Et je parle de tout ce qui est UX designers, tout ce qui est HMI, tout ce qui est relation entre l'utilisateur et la machine. Et aujourd'hui, ce sont des postes qui sont recherchés partout dans le monde. Et c'est vraiment intéressant que vous puissiez réfléchir un petit peu à ça pour voir comment, par rapport à votre activité, vous pouvez aussi vous adapter aux postes qui sont ouverts. Donc c'est un sujet qu'on va traiter aussi aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que chacun se présente et que vous parliez un tout petit peu de l'entreprise que vous représentez et qu'est-ce que vous faites au sein de cette entreprise. Je commence avec toi, Nicolas. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Nicolas Pégorier, je suis responsable du design pour Forestia, qui est un équipementier automobile basé dans le monde entier, je dirais. Donc notre business, c'est de concevoir, de fabriquer, de produire des pièces d'intérieur et d'extérieur pour les véhicules ou pour les constructeurs automobiles. Et toi, qu'est-ce que tu fais au sein de cette société? Alors moi, je suis un peu en mutation d'ailleurs, mais on va dire que j'étais responsable des studios de design pour l'Europe, hein, donc un en Allemagne, un en France, et justement, je pense qu'on va pouvoir en parler, mais on est à un niveau de mutation, je dirais, où l'automobile évolue. Vous avez certainement entendu parler du véhicule autonome
stratégiques pour l'entreprise, justement dans le but de définir quels seront ces produits de demain. Marie. Bonjour, Marie Herman, je travaille au recrutement chez L'Oréal. Donc L'Oréal, bien sûr, c'est le leader mondial de la cosmétique, en tout cas dans l'univers de la beauté. C'est comme ça qu'on se qualifie, on va dire. On fait à peu près 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a 130 marques internationales. On a à peu près 80 000 employés dans le monde. Donc c'est une grosse machine, comme l'image, j'imagine, que vous avez d'extérieur. Ce qui n'empêche pas pour autant d'être une entreprise extrêmement agile et innovante, avec beaucoup d'entrepreneuriat en interne. C'est aussi une des forces de L'Oréal pour moi. Après, donc, au sein du recrutement, je recrute principalement les jeunes diplômés pour la division luxe du groupe. Et sur les métiers du business, et le retail design en fait partie, puisque comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est vraiment un métier qui est central dans l'approche que l'on a aujourd'hui de notre consommateur. Voilà. Donc Philippe Vallée, donc je suis directeur du design des objets pour Carrefour, la création des objets non alimentaires, donc tout ce qui ne se mange pas. Ça peut être de l'électroménager, la papeterie, ça peut être du mobilier de jardin, enfin tout ce qui ne se mange pas. Donc Carrefour, puisqu'on donne une dimension, Carrefour c'est 400 000 employés dans le monde, 30 pays, de mémoire 16 000 points de vente et 100 milliards. Donc, en fait, la dimension du design à l'intérieur de ce monstre, c'est juste une trentaine de personnes à Hong Kong, à Shanghai et à Massy, donc au sud de la région parisienne. Il y a donc une trentaine de personnes sur des métiers design produit, retail design, donc tout ce qui est design à l'intérieur des magasins, packaging, identité de marque, et puis une équipe support sur tout ce qui est tendance, couleur, matière. Voilà. Donc nous recrutons dans ces métiers. Bonjour, je m'appelle David Carvalho. Je suis directeur du design et de la vision, je vais expliquer pourquoi, chez Orange, boîte de télécom que tout le monde doit connaître. J'y suis assez récemment, donc je ne peux pas de manière exhaustive dire ce qu'on va y faire, mais en tout cas mon rôle est de piloter un département qui s'appelle l'Experience Design Lab, qui regroupe des gens très variés dans le monde des sciences humaines et sociales, de la création, à la fois de la recherche appliquée, et de pouvoir réfléchir sur ce que va apporter la connectivité dans notre quotidien. Alors je suis plus orienté cybernétique, intelligence artificielle, avec tous ces systèmes automatiques, auto-apprenants, donc l'avenir de l'IHM, puisque aujourd'hui on est encore dans l'ère de l'interactivité. On sait qu'on interagira avec ces systèmes intelligents via du langage naturel, donc ça suppose un autre paradigme de comment interagir avec les systèmes, et je travaille vraiment dans ce domaine-là, sur la psychologie humaine, sur l'incarnation de personnalité, sur l'expression de sentiments avec toutes les subtilités du langage, et que faire que ces systèmes soient sensibles et puissent rayonner dans nos sphères sociales. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire avec les mutations du design. Bonjour, Niki de la Valette, je représente Louis Vuitton. Disons que je suis en charge de recrutement de designers, plus précisément, alors plus traditionnels, je dirais, puisque c'est des designers sacs, chaussures, vêtements, mais également tout ce qui est vitrine, donc là, ce qu'on concerne peut-être plus, parce que c'est des designers industriels, product designers, toute la partie visual merchandising, architecture, packaging, graphisme, toute cette partie. Et je tiens juste un petit mot, c'est que Milly, suite à l'année dernière, suite au speed dating, a embauché quelqu'un qu'elle a rencontré lors du forum de l'année dernière. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Absolument, un jeune diplômé qui sortait de l'école manusienne, je crois, mais il avait déjà fait un séjour à l'étranger, donc il avait resté 3 ans dans une agence à Londres. Voilà, je dirais plus après. Apparemment, elle n'était pas toute seule en plus. Marie, tu avais embauché quelqu'un aussi? Donc j'ai embauché quelqu'un de la saison il y a 2 ans. Oh, c'est voilà. Génial. C'est toi aussi, Nicolas? Quelqu'un qui est actuellement à Shanghai en VIE, informaticien. Alors, vous voyez, ouf,
Moi aussi, hein. Toi aussi, t'as embauché des femmes. Bon, faut pas embaucher ici, c'est génial. Bon, Sophie. Bonjour, alors moi je suis une toute petite société de 20 personnes. Ceci dit, chez Procédé Chanel, on est une boîte à outils pour les créateurs. On a développé des matières non-feu, principalement du papier. Et on est au service des designers, des jeunes merchandisers, des graphistes, des scénographes. Depuis 120 ans. On a fêté nos 120 ans jeudi. Et c'est une entreprise familiale. Donc moi je suis la 4e génération. Et c'est vrai qu'on est assez proche des salariés, assez proche, on est très privilégié puisqu'on est proche de la création, on est au service des créateurs. Et on a beaucoup de chance d'être à votre service. On a à peu près, je faisais le calcul, 25% d'effectifs et créatifs chez Procédé Chanel, mais n'est pas forcément embauché à faire de la création puisqu'on est au service des créateurs. On est davantage sur des modes de production avec des designers, en tout cas des jeunes designers qui passent un temps chez nous et fabriquent. Merci. Et puis, last but not least, notre représentante d'agence. Bonjour à tous, Julie Verdeau. Donc moi je travaille pour l'agence Lonsdal. Nous accompagnons tout un tas de marques, des marques enseignes, des marques produits, des marques institutionnelles. Nous les accompagnons sur... On organise notre métier en 3 grandes spécialisations, 3 grands métiers qui sont la création d'identité et du brand content. Donc c'est vraiment poser les codes ADN des marques, leur plateforme de marque et ensuite de la faire vivre à travers leur territoire graphique et leur contenu, puisqu'aujourd'hui la marque n'est plus que ce qu'elle montre, mais aussi ce qu'elle dit, et à travers tout un tas de canaux. Ce que tu disais sur la mutation. On les accompagne également sur tout leur développement sur les points de vente et plus largement sur les lieux d'accueil des publics. Et donc on parle évidemment de concept de magasin, mais aussi de shop-in-shop, où on accompagne également les bailleurs sur les parcours clients et les expériences qu'on va les amener à vivre dans les centres commerciaux. Et puis le 3e grand volet de l'agence, c'est toute la partie packaging et activation. Donc là, on s'intéresse plus particulièrement aux produits à travers la création de packaging, de packs de produits, et puis la façon dont on peut animer ponctuellement ces marques à travers des opérations promotionnelles qui ensuite vont se déployer là de façon un petit peu 360 sur le point de vente, la perturbation packaging, l'activation digitale. Donc voilà, une capacité à ouvrir après l'opération sur tout un tas de signes. L'agence est très ancienne puisqu'elle a été créée dans les années 60. Pour autant, elle a pris un véritable virage il y a quelques années, en 2007. Aujourd'hui, nous comptons 200 collaborateurs, majoritairement des designers, qui nous accompagnent sur tous les métiers que j'ai précisés à l'instant. Donc on a à peu près 130 designers représentant des spécialités différentes, mais qui travaillent tous ensemble. D'accord, merci beaucoup. Bon, donc comme vous pouvez voir, on a de l'automobile, on a des télécommunications, on a Carrefour, où on a le design produit en entreprise. Et c'est assez intéressant de voir que de plus en plus d'entreprises créent leur département design. Et ça, c'est dans le monde entier. Je le vois, les grandes sociétés de plus en plus créent leur département design au sein de la société. Donc vous avez d'une part les agences qui continuent à évoluer et de l'autre part les entreprises qui embauchent pas mal au sein de l'entreprise même, ce qui était moins le cas dans le passé. J'aimerais vous demander, par rapport aux jeunes designers, quels sont le style de poste que vous recherchez aujourd'hui? Quels sont les impératifs que vous recherchez par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir? Est-ce qu'ils ont besoin de tous parler l'anglais? Petit détail. Est-ce que c'est important aujourd'hui par rapport à l'international? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les postes et quels sont les impératifs? Peut-être que... Tiens, David. Une
n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, de l'interrompre. Hein. Ils ne le seront forcément pas. J'ai bien cultivé l'esprit de contradiction et justement, c'est ce que je recherche sur les jeunes talents qui doivent vivre avec leur temps. Je pense que la caution qu'un jeune a dans une équipe, on est dans une époque qui change tellement vite qu'on a besoin d'être en contact avec eux pour comprendre comment finalement au quotidien on interagit avec ses amis, comment finalement on vit avec ce temps-là, comment on apprend au quotidien. Et ça, c'est important parce qu'on a une certaine déconnexion. J'ai déjà 40 ans passés et la façon dont j'avais de vivre et les routines que j'ai pu avoir, les pratiques que j'ai pu adopter sont complètement différentes aujourd'hui. Et je n'ai pas forcément la capacité de vivre dans la peau de cette jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est important de pouvoir revendiquer cette posture-là. Et c'est très fédérateur et du coup, ça crée une caution dans l'équipe qui est importante. Pour pouvoir développer des scénarios et développer une appétence dans l'innovation d'aujourd'hui. Je pense que tu disais quelque chose tout à l'heure, j'en parlais aussi. On me demande de plus en plus que les designers se mettent vraiment à la place de l'utilisateur, qui commence à comprendre tout ce qui est en train de se passer dans ce monde d'intelligence artificielle, d'être au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que ça bouge extrêmement vite. Et je vais être un peu critique sur les outils design thinking d'aujourd'hui, parce que en gros, tout ce qui est les logiques de personas, tout ce qui voudrait standardiser une forme de vie, pour moi c'est du révolu, c'est du passé. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont auto-apprenants, qui nous suivent au quotidien. Il faut réagir à une situation live par rapport à un lieu, par rapport à un contexte, par rapport à une personne précise. Et si on génère de la donnée personnelle au quotidien, on veut une réponse pertinente du quotidien. On ne veut pas être standardisé et essayer de créer des formes de vie qu'on va ensuite plaquer sur des gens. Et ça, c'est le défi des nouvelles méthodes appliquées au design pour demain. Oui, alors du coup, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'imagine que oui. Je vais faire un petit sondage. Qui dans la salle n'a pas de smartphone ? Ça existe encore. Oui, alors du coup, ouais. Pourquoi cette question? En fait, c'est vraiment le shift de la société. Enfin, je ne vous apprends pas grand-chose, mais si vous regardez les photos de l'élection de Barack Obama, on voit plein de gens sans téléphone à la main. Aujourd'hui, vous regardez l'élection de Trump. Bon, je n'ai pas vu les images parce que je n'étais pas très intéressée par son élection, mais peu importe. Vous verriez que des écrans, en fait. Donc, c'est vrai que le monde a changé. Le consommateur est au centre et donc est ultra connecté. Et donc, finalement, c'est de se dire qui est mon consommateur. Finalement, il a le pouvoir de vie ou de mort sur, entre guillemets, sur un produit, sur une marque. Enfin, il a une puissance, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça oblige les entreprises à être plus transparentes sur ce qu'elles proposent, sur leur stratégie, sur le monde, sur toute la partie RSE. Il y a énormément de pans du coup, qui s'ouvrent et de services qui se créent dans les entreprises. Mais du coup, tout ça pour dire pour vous que nous, on se dit, bah voilà, le consommateur, il est au centre. Et quel est son parcours, qui est ce consommateur, qu'est-ce qu'il consomme, à quel moment de la journée, et on essaie de construire son parcours personnalisé. Donc effectivement, pour répondre à ce que disait David, c'est vraiment l'idée de se dire on va personnaliser notre approche, on va personnaliser nos campagnes marketing pour effectivement s'adresser à un consommateur qui, quand il va aller sur YouTube, il ne va pas avoir une publicité sur Pampers alors qu'il n'a pas d'enfant. Donc c'est de se dire comment on va arriver à être très précis dans ce qu'on va faire. Et donc pour nous, les designers, chez L'Oréal en tout cas, ils sont là pour accompagner ce parcours et ils sont centraux, parce qu'à une époque le marketing était roi, en tout cas chez L'Oréal. Aujourd'hui, véritablement, tous les métiers travaillent en collaboration pour construire ce parcours, chacun apportant sa pierre à l'édifice et son expertise en fait. Et vraiment, les designers qui travaillent chez nous, plus sur la partie expérientielle, ont un rôle hyper important à jouer. Ils ne sont pas trop sur la partie packaging, parce que là on fait plus appel à des agences externes qui nous aident à travailler sur la créa de nos packaging, mais c'est vraiment plus sur, finalement, dans mon point de vente, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, quelle expérience on fait vivre à notre consommateur. Et ça, bah voilà, on a besoin d'experts et on ne peut pas, sincèrement pas. Je sens que tu as un besoin de s'exprimer par rapport à tout ça. Parce que non mais c'est vrai que j'ai un naturel à gesticuler. Mais parce que le confort est dynamique et pas statique, donc mon confort c'est... non, en fait c'est vrai qu'il y a une vraie complexité, de plus en plus...
il y a de la complexité. Et progressivement, vous allez ressentir que il y a des différences ici, des complexités très différentes. Et finalement, ce qui est très important dans un candidat, chez un jeune designer, c'est sa curiosité. Parce qu'à partir d'une curiosité, mais une curiosité de dingue, à partir d'une curiosité de dingue, il va à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur capturer un ensemble d'informations, un ensemble d'éléments, transformer ça en une compréhension et une pertinence dans ce qu'il va proposer. Parce qu'on fait tous des flops et des tops, mais ce qu'on pourrait faire quand même, c'est faire des tops. Ça nous sert quand même mieux que des flops. Donc, le top vient de sa curiosité de dingue à l'intérieur d'un système, l'entreprise et tout ce qu'il y a, le marché, enfin tous ces trucs. Voilà. C'est la clé, la curiosité. Quelqu'un peut très bien ne pas avoir une compétence, des savoir-faire très développés, mais juste avec sa curiosité, développer vraiment quelque chose d'intéressant pour l'entreprise. Je voudrais effectivement appuyer ces deux convictions que je partage tout à fait. Il y a effectivement un certain nombre de savoir-faire qu'il faut cocher, mais ça, nous n'avons pas de doute en général sur la qualité des formations que vous avez eues et on sait que ces cases sont en effet cochées. Ce qui est très important, c'est le savoir-être. Donc il y a la curiosité que vous venez d'évoquer. Il y a beaucoup d'enthousiasme. On a besoin d'avoir des gens qui sont passionnés par les projets, qui ont la capacité aussi de travailler ensemble, puisque autour d'un projet, on va réunir en général tout un tas de savoir-faire, du coup complémentaires. Et ce qui est très important pour que le projet aboutisse à un top et non pas un flop, c'est vraiment cette capacité de réfléchir ensemble, de partager des visions et d'amener le projet là où il doit aller. Donc enthousiasme, curiosité, ouverture et passion, ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement importantes. En général, ce sont des choses qui vous ont sans doute amené à aller vers ces filières artistiques. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais le perdre de vue et ça fait tout à fait la différence quand on rencontre différents candidats. Alors, moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que toutes ces marques prestigieuses et tous ces univers créatifs sont très attirants pour vous tous. Je constate, ceci dit, qu'il y a quand même beaucoup d'appelés peu d'élus. C'est des formations où il y a beaucoup de jeunes femmes. C'est des métiers qui sont de plus en plus féminisés. Et aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de jeunes designers qui ne trouvent pas d'employeurs. C'est pour ça aussi que je rebondis sur toutes ces qualités et je confirme tout à fait le savoir-être, c'est très important. Mais c'est aussi la possibilité de se remettre en question parce que nous, chez ProSelectionnel, on propose des jobs qui ne sont pas de dessiner mais plutôt de fabriquer. Et on tombe sur on a sélectionné des personnes qui ont été très enrichies de ce passage-là à la fabrication, qui ensuite développent leur propre projet. Mais je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une nécessité alimentaire et vous heurtez souvent à assez peu d'offres. Et donc, moi je pense que ce qui est pas mal aussi, c'est d'envisager son propre emploi à terme et d'être le plus possible capable de faire des choses, de switcher, d'aller légèrement en marge de votre formation pour peut-être y retourner. Mais voilà, la professionnalisation avant tout. Juste à enchaîner quelque chose, je suis assez d'accord avec vous. Il y a peu d'élus finalement pour tout le monde. Ceci étant, avoir aussi la compétence de savoir-faire est aussi important que le design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça comprend la technologie, quand on dessine une montre connectée qui est horrible, que personne ne l'a acheté parce que tout simplement ça fonctionne, d'accord, mais dans le luxe en tout cas ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que le design n'est pas encore complètement avec le IT, avec le digital. Donc il faut qu'il y ait des solutions et pour cela il faut comprendre un tout petit peu. Ça ne sert à rien si on peut dessiner des choses merveilleuses qui sont infaisables. Donc il faut aussi avoir cette curiosité d'aller au-delà et de comprendre et pourquoi pas travailler dans la production avant ou en même temps ou après, parce que c'est très complémentaire. Il faut savoir faire aussi. L'expressivité de la passion peut être dangereuse dans l'entreprise. Il faut mieux la traduire dans une capacité d'étonnement. C'est beaucoup plus finalement vertueux parce que cette passion extravertie
peut mal passer et bloquer la carrière. Moi, c'est très intéressant comment gérer une carrière en design en entreprise, et c'est justement cette subtilité entre l'enthousiasme créatif et le raisonnement, la capacité d'écoute et le projet d'entreprise pour pouvoir grandir, faciliter l'innovation, accompagner les changements et les mutations. Et ça demande une certaine sagesse. Et à travers la capacité d'étonnement, on arrive à créer, je pense, un cercle vertueux en entreprise qui fonctionne bien mieux. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, enfin, je pense qu'il y a quand même une note hyper positive, effectivement, actuellement. C'est que moi, quand j'ai commencé il y a 17 ans, je travaillais pour une entreprise industrielle qui vendait des produits à des industriels, donc en B2B. Le designer, il était là pour faire des belles pages de présentation sur les dossiers de consultation. Je suis un peu noir en disant ça, mais c'était quand même ça. Donc on était relayés à des postes de doers qui vont faire un truc sympa. Aujourd'hui, effectivement, on est vraiment impliqué dans la stratégie de l'entreprise. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, le design thinking, il faut mettre ça au bout du jour, il faut faire évoluer les choses. On tient pour moi dans l'automobile aujourd'hui, la grande question, c'est de se dire comment faire que le kilomètre à venir sera meilleur que le kilomètre passé. Donc on n'est plus uniquement dans des définitions de trademark en tant que personne, pas en tant que tribu ou que socio-style. Ça devient extrêmement important pour l'industrie, vital, et ça crée une place extraordinaire pour les designers, pour les créatifs. Donc ça, c'est ce qu'il faut aussi retenir. Et évidemment, il y a des moments où il faut savoir dépassionner le débat entre ce que j'aime moi et ce que les gens autour de moi apprécient à titre personnel et individuel. C'est peut-être différent, il faut savoir l'écouter, l'entendre et réagir en fonction de ça. Oui, je réagis un petit peu à ce que vient de dire Nicolas. Là, j'ai assisté à une grande conférence sur le design à Londres, qui était complètement internationale. Et aujourd'hui, on ne parle plus du design produit, mais on parle du design de l'expérience du produit. C'est-à-dire, quelle est l'expérience que l'utilisateur va ressentir par rapport à ce produit. Donc, ça change quand même un petit peu la donne et la façon de penser par rapport au design produit plus traditionnel, comme ça pouvait l'être à l'époque. D'ailleurs, chez L'Oréal, Jean-Paul Agon nous dit maintenant on ne développe plus des produits anti-âge, mais des services anti-âge. C'est-à-dire qu'on va au-delà du produit. Le produit est un touchpoint, on va dire, mais il ne fait pas tout sur la finalité et le fait que le consommateur va revenir finalement acheter notre produit plutôt qu'un autre. Donc c'est vraiment tout ce qu'on va vendre autour. Et pour rebondir sur les compétences, en tout cas, on parlait de passion. Donc la passion, je pense qu'elle doit être mesurée. Et pour nous, dans l'univers des cosmétiques, et pour rejoindre ce que disait Midi sur l'univers du luxe, ce qui est important avec la passion, c'est la sensibilité produit. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'intéresser à un produit, à un univers, à des marques, et surtout dans l'univers des cosmétiques, et notamment dans la division luxe où on part d'un univers souvent de couturiers, donc comme une marque comme Yves Saint Laurent. Il faut que vous soyez capable de vous imprégner des valeurs de la marque, par exemple, pour vous dire, ben voilà, par rapport à l'expérience que je vais faire vivre à mon consommateur, il faut qu'il y ait un lien entre cette marque, bien sûr, et mon produit et mon point de vente. Et donc, c'est pas juste de dire, tiens, je vais me faire plaisir, je vais faire un super stand, mais il n'y a pas de lien avec rien du tout. Donc, il y a vraiment repartir de la vision globale de ma marque et se dire comment j'adapte et comment je viens au service de ma marque faire vivre une expérience dans le point de vente. Donc, voilà. Du coup, pour compléter ce que vous venez de dire, c'est vrai que c'est extrêmement important. La réflexion créative, elle est forcément faite dans un cadre pour une marque, au service d'une marque, pour porter ses valeurs. Et je voulais peut-être rappeler la différence entre le design intégré, où on va pouvoir travailler au sein d'une marque et vraiment aller en profondeur et sur le court, le moyen, le long terme, transformer cette marque, en tout cas la faire vivre. Dans les agences, c'est vrai que nos designers, ils vont devoir aussi pouvoir passer d'une marque à une autre, puisqu'ils travaillent en général sur plusieurs projets de front. Et donc il faut savoir, effectivement, vous avez parlé d'écoute, c'est extrêmement important, puisqu'il faut pouvoir rentrer dans la vie de la marque d'une certaine manière,
pour comprendre exactement ces enjeux, ce qu'elle est, avoir une lecture un petit peu holistique de tous ces signes et la direction dans laquelle elle veut aller, pour pouvoir apporter une réponse juste. Et avoir la capacité de le faire un jour pour une grande marque de cosmétiques, le lendemain pour un point de vente de techno, etc., etc. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut réussir comme ça d'un seul coup passer d'un univers à l'autre, mais avec une réponse très, très sur mesure, très normale. C'est une capacité d'adaptation en fait très forte et une résilience. Alors c'est le cas chez nous parce que les designers créent en interne. Alors, parfois on fait appel à des agences, mais sur la partie expérience point de vente, il y a beaucoup de choses qui sont internalisées. Mais du coup, voilà, vous avez, ils vont voir M. Arbani avec les plans de votre nouveau stand. Il va trouver que ça et ça va pas, du coup ça revient, vous recommencez à travailler et il faut être capable à chaque fois de rebondir et de se dire ok, j'essaie de me rapprocher encore plus de mon créateur, de comprendre son intention, qu'est-ce qu'il veut exprimer dans son point de vente, même si personnellement j'aimais plus cette piste, mais vraiment voilà, d'essayer d'avoir cette résilience, je pense que c'est vraiment une compétence importante chez nous. David, je te vois vouloir réagir là. Oui, je vais être assez pervers, mais d'une certaine manière, pour pouvoir bousculer des logiques comme ça, très convenues, assez linéaires, je leur dis, regardez, aujourd'hui, vous rentrez dans un magasin Orange, vous avez le plus beau produit sophistiqué, comme l'iPhone 7 pour 1 €. Et je leur dis, demain, il faut repenser la boutique, le contact, les conseillers qui ont la proximité avec les gens, pour leur proposer, peut-être dans 5 ans, votre maison individuelle pour 1 €. Pourquoi? Parce que ce qu'on vend, c'est de l'expérience. Il y a l'affiliation à un outil industriel, c'est fini. Dès qu'on vend de l'expérience, on n'a plus d'attachement au produit, peu importe. Il faut imaginer l'expérience qu'on va vivre avec et il faut être agnostique produit. Donc ça re-questionne vraiment fondamentalement la marque. Et donc du coup, tous les rapports où je leur dis, dans 5 ans, moi je suis directeur de la vision, hein, votre maison pour 1 €. La promesse, je ne sais pas si on propose une maison pour 1 € individuelle, pourquoi pas? Enfin, je pense qu'on aura du monde dans les boutiques. Et là, c'est ça qu'il faut travailler. Et là, du coup, ça développe une logique de développer un écosystème, de montrer comment la connectivité va pouvoir apporter les moyens d'avoir les ressources, les valeurs à travers l'exploitation des données, comment finalement on peut être aussi un centre de recherche qui va redistribuer de la valeur sur du bien commun. Et donc du coup, c'est une entreprise sociale aussi. Et comment revendiquer cet aspect-là? Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'être vraiment concurrentiels par rapport à ce qu'on appelle les OTT, les over the top, qui sont les GAFA, les Google, les Amazon, qui sont des boîtes américaines qui viennent chez nous et préempter notre vie sociale. Je pense que ce que dit David est vachement important, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une vision, il faut que vous soyez extrêmement connectés vous-même, c'est-à-dire de savoir exactement tout ce qui se passe partout. Vous avez un avantage énorme aujourd'hui par rapport à certains d'entre vous qui sont un peu plus vieux, c'est que vous avez tout à portée de main. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Donc, je pense que ce qui est très très important quand vous allez rencontrer ces entreprises, c'est de connaître, c'est de savoir, c'est d'avoir étudié, c'est d'avoir fait des recherches par rapport au sujet que vous allez traiter. Je vais vous lancer quelque chose, là vous m'avez parlé de curiosité, de passion, de toutes ces qualités absolument importantes. Et quand je reçois les CV, je retrouve tout ça. Je suis passionnée, je suis curieux, je suis organisée. Waouh! Chaque CV, ils sont tous absolument fabuleux. Qu'est-ce qui va faire quand vous recevez un CV? Qu'est-ce qui va vous donner envie de rencontrer ces personnes? Ah! Bon, parler d'anglais, évidemment, c'est mandatory, comme on peut dire en français. Juste une question, qui est-ce qui parle anglais? Génial. Qui ne parle pas? Qui parle faut s'y mettre. Enfin, So we can continue in English without any problem. Okay? Non, allons-y. Non, mais ça, c'était pas mal quand c'était un peu plus ancien d'entre nous. Aujourd'hui, c'est juste pas possible de ne pas avoir cette ligne dans le CV. Et c'est pas une ligne, c'est la plupart du temps, effectivement, l'entretien va se dérouler partiellement ou complètement en anglais, hein, même si on est entre français. Ça, c'est une première chose.
Évidemment, je pense que les books en général sont assez talentueux, vous faites des écoles qui Est-ce que tu t'attends à recevoir un book quand tu reçois un CV? Alors, oui. En même temps, je tiens à faire un appel solennel à pas plus de 5 mégas parce que ça pourrit nos boîtes mail et il faut vraiment faire attention là-dessus. C'est un cri du cœur. Non, mais ce sont des choses qui sont très importantes à savoir. Je pense qu'un book, en tous les cas, c'est peut-être, ne mettez pas l'entièreté de votre book, mais peut-être ce qui vous semble le plus pertinent, vous représentez le mieux à l'instant T, ce qui vous semble faire mouche, hein, le projet de première année, c'est peut-être pas la peine de le mettre. Voilà, donc ça c'est vraiment une première accroche. Effectivement, si le book n'est pas pertinent, je pense qu'on n'ira pas plus loin. Maintenant, des books pertinents, j'en vois tous les jours, et de très bons niveaux. Au niveau du CV, je pense que aussi le graphisme, c'est quelque chose de très important. Quand on revient à l'UX design, je pense que la part de l'importance du graphisme dans un produit, si je prends l'iPhone 7, enfin, sorti du graphisme, il ne se passe quand même pas grand-chose sur cette petite brique de métal. Donc évidemment que c'est très important. Donc des typographies qui vont être mal employées, etc., pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, ça va être assez rédhibitoire naturellement, je dirais. Voilà. Et après... Faute de grammaire aussi, hein, attention. Faute de grammaire, dans les lettres de motivation, faute d'orthographe, tout ça, c'est très important. Je crois qu'en parcourant le CV et le portfolio, à la fin, il y a la question qui départage tout, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec elle ou avec lui? Ouais. Et en fait, c'est la question, au-delà de ce qu'on peut voir à l'intérieur du portfolio du CV, si j'ai envie de travailler avec elle ou avec lui, ben forcément, je vais prendre mon téléphone et je vais la rencontrer. Et même à la limite, je n'ai pas de poste ouvert, je n'ai pas d'opportunité, mais j'ai besoin d'en savoir plus parce que je peux avoir un poste dans quelques mois et avoir sous la main quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, c'est précieux. Et donc, alors, ce qui donne envie, bah, c'est-à-dire que dans un portfolio, forcément, on doit retrouver pas uniquement quelques les visuels des projets, mais on doit voir aussi la personne. C'est-à-dire que c'est un peu comme, vous savez, les petits bouquins pour les enfants où au début on a les petits portraits, puis après on retrouve le petit portrait dans l'histoire. Donc on a le petit portrait au début du portfolio, et puis après on retrouve le petit portrait, c'est-à-dire Jean ou Élodie en situation d'observation sur le lieu d'usage, Jean ou Élodie en train de présenter des idées, ou Jean et Élodie en train de faire des maquettes, enfin, des visuels qui montrent un aspect finalement de l'humain. Et c'est ça qui peut être un élément déclenchant. Mais je crois que c'est pas facile hein, pour... dis-moi. Non, j'enchaîne ce que vous dites, parce que dans les lettres de motivation, il ne faut pas que ça soit trop long, mais il faut surtout parler de vous. C'est pas la peine de parler de la marque, parce que la marque, on connaît, nous. Et donc, parce qu'il y en a qui ne parlent que de la marque, qui ne parlent pas d'eux, et ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut parler, c'est de vous, vos passions, vos émotions et vos motivations. En vrai, quand on a envie d'embaucher quelqu'un, je parlais de 2 mois, mais c'est vrai que quand on a envie de prendre quelqu'un, on trouve toujours, si on trouve un talent, on trouve toujours une solution pour embaucher. Parce qu'on ne laisse pas passer quelqu'un avec qui on a vraiment envie de travailler, on ne laisse pas passer ça, c'est juste pas possible. Moi, je reviendrai sur l'aspect gestion de carrière. Je pense que votre gestion de carrière, vous l'avez commencé avec votre premier stage. Moi, ce qui me donne envie d'embaucher quelqu'un, c'est la façon dont cette personne va m'aborder. Aujourd'hui, il y a tout un tas de médias, que ce soit de passer par les ressources humaines de mon entreprise, LinkedIn, d'être là aujourd'hui. Je veux dire, c'est des médias qui vous permettent de vous intéresser, de montrer que vous êtes intéressé par des entreprises. C'est aussi de faire des stages. On passe beaucoup, nous, par le stage, les VIE, pour apprendre à se connaître, parce que c'est un échange, hein, c'est pas seulement l'entreprise qui a le droit d'emploi ou de ne pas emploi sur les jeunes, c'est aussi les jeunes qui apportent une richesse à l'entreprise, et donc il faut s'accepter les uns les autres et travailler ensemble. Donc la carrière en elle-même, elle commence pour moi quand vous faites vos stages,
Et j'y vais pas parce qu'il y a une place, mais parce que j'ai envie de travailler en agence, ça m'apporter beaucoup de choses. Après, je vais aller dans l'industrie, tiens, c'est quelque chose de nouveau. Je vais petit à petit construire mon histoire et ce que je vais être, ce que je vais vendre. Milly, qu'est-ce qui a fait que vous avez embauché cette personne? Qu'est-ce qui vous a donné envie par rapport à la personne que vous avez embauchée? Alors, il y avait plusieurs choses. La première, un très beau book, un très joli book, une bonne présentation. Il avait très envie de travailler pour Vuitton, donc ça se voyait puisqu'il avait déjà fait un projet, parce que juste il savait que j'allais venir. Donc il a présenté, donc il a anticipé, il a fait un projet avant que personne ne demande. Il n'était même peut-être pas sûr de me voir. Beaucoup de volonté, cette envie de venir. Voilà. Alors, et ça, c'était palpable. Et ça fait la différence. Oui, je crois que, Marie, c'est une chose aussi que vous ressentez, c'est la connaissance quand ils viennent vous rencontrer, qu'ils aient fait les recherches sur vous, sur les produits, d'apporter déjà une connaissance, mais aussi une passion quelque part pour les produits. Alors c'est effectivement l'idéal, on se rend compte que c'est pas toujours le cas, donc parfois on essaye d'être ouvert et de se dire, bon, s'il arrive à nous parler de manière passionnée d'autres produits sur lesquels il a pu travailler, c'est qu'il est capable du coup de développer un storytelling pour l'univers des cosmétiques, et donc on le transpose pour nous en fait. Et donc du coup, comment la personne qu'on a recrutée, que j'avais vue ici, n'était pas du tout prête, et elle n'avait pas forcément pensé venir dans l'univers des cosmétiques, elle venait juste comme ça pour justement s'informer. Donc j'ai pas pu l'évaluer, d'ailleurs elle ne m'avait pas laissé son CV, mais j'avais bien gardé son nom quelque part. Elle m'avait juste dit, voilà, je suis intéressée pour comprendre vos métiers. Elle m'a montré son book, enfin il, parce qu'en l'occurrence c'est un garçon, et j'ai trouvé que dans son book il y avait des aspérités, il avait une vision dans sa façon de présenter ses projets, une prise de recul qui n'était pas juste, alors voilà, j'ai fait une chaise, j'ai fait une table, enfin j'exagère, mais de montrer le contexte dans lequel il a travaillé. Et du coup c'est un peu un feedback aussi par rapport à vos books, de bien présenter pas juste votre création, mais le contexte dans lequel s'inscrit votre création pour donner du sens et du relief à votre discours. Parce que sinon, nous on est là en tant que recruteur, même si j'ai fait du marketing, je ne connais pas tous les métiers du design. Et donc si la personne n'arrive pas à m'emmener aussi dans son histoire, quelque part je me dis comment elle va réussir à emmener un consommateur dans l'expérience. Donc là aussi vous devez être capable de faire vivre une expérience au recruteur qui est en face de vous, en tout cas l'emmener dans ce que vous avez créé, et de montrer en quoi vous avez pris des paris et en quoi ça a été créatif en fait. Donc il y a des moments où peut-être dans des cas d'école on vous demande d'être totalement fou, même s'il y a toujours un cadre, mais de ne pas avoir peur de la page blanche et d'être hyper créatif. Et ça c'est aussi des compétences, donc la créativité, ce qu'on appelle parfois chez nous rupturiste, mais c'est cette capacité à faire bouger les lignes, à réinventer les choses et à se nourrir, pour revenir sur la curiosité, d'idées que vous avez pu voir dans d'autres domaines et vous arrivez à les transposer dans l'univers des cosmétiques. Et ça c'est super intéressant, ça montre que vous avez eu le recul nécessaire pour faire le lien entre les choses. Et après, pour faire le parallèle avec le CV, je ne vais pas forcément regarder l'esthétique et du coup ceux qui vont apporter beaucoup d'intentions personnelles dans la création. C'est un risque parce que si ça cote, enfin déjà c'est un risque parce qu'on est tous humains, donc on a tous nos filtres, même si on essaie de rester objectif. Parfois, si on voit un truc très farfelu, coloré, tout de suite on peut se dire ah, bon, ouais, c'est bizarre. Et si ça ne matche pas avec les codes de l'entreprise, on peut passer à côté. Alors peut-être au fond vous êtes un profil très intéressant, mais juste ça fait barrière. Si derrière vous avez un book qui est très différent dans le style, on se dira ok d'accord, on va peut-être vous rencontrer, mais je dirais soyez plutôt un peu plus neutre dans le CV, mais catchy sur, on voit bien les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, parce que ça finalement ça c'est important, et puis les missions sur lesquelles vous avez travaillé pour qu'on comprenne le lien entre les expériences et la cohérence de votre projet professionnel. Pour moi ça c'est plus important. Et juste un petit parallèle, et après je donnerai la parole à mon voisin qui va de vouloir rajouter quelque chose. Il est confort. Il est content. C'est la photo. Faites attention quand vous mettez des photos. Franchement, s'il n'y a pas de photo, c'est vraiment pas grave, mais si vous en mettez une, mettez vraiment une photo qui vous vend, quoi. Faites un test avec vos amis en espérant que ce sont des bons amis. Mais le côté vendeuse qui dit oh ça vous va, c'est superbe cette robe, c'est magnifique, alors que vous n'êtes pas bien du tout dedans,
Enfin, faites attention parce que du coup, il y a des photos où les gens font la tête dessus. Je me dis, bon bah, il n'a pas l'air très dynamique. Enfin voilà, on se dit toujours des choses. Donc faites attention à l'image. Ce ne sont pas des photos de passeport, hein. On a le droit de sourire. Oui, mais alors par contre, j'ai aussi des photos genre comme ça de profil avec les cheveux devant comme ça. Et là, je me dis, bon, alors elle est très créa, je pense qu'elle a voulu donner une... Ou alors la photo de une fête, c'est pas non plus recommandé. Donc attention à la photo. Non mais c'est vrai que votre CV, votre portfolio, finalement, c'est la première création que l'on voit de vous. Et donc, comme toutes les créations, elles finissent par se retrouver quelque part sur les étalages. Et la clé, c'est l'efficacité, c'est-à-dire, je passe avec mon Kali et je vois tout de suite le truc intéressant. Donc, personnellement, quand je vois un CV et un portfolio, si c'est pas efficace du tout et que j'ai du mal à comprendre le truc, je vais pas forcément beaucoup plus loin. Il faut qu'il y ait une vraie efficacité dans le CV et le portfolio. Donc, reprenez aussi les codes. Finalement, c'est le job du designer de reprendre certains codes qui vont en faire aussi cette efficacité. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, ce qui est plus important que le résultat même, c'est le processus de création que vous avez. Donc, je demande toujours d'abord les images d'inspiration. Pourquoi vous êtes allé jusqu'à là? D'où venait l'idée initiale? Ensuite, les sketchs à la main. C'est très important de sentir les dessins à la main, pas seulement Photoshop, parce qu'on a envie de comprendre votre personnalité. Parce que si vous avez la même manière de créer que nos design directors, c'est gagné. Mais si vous créez de manière totalement différente, parce qu'on peut commencer par des objets, on peut être très 3D, on peut être juste des... Donc nous, moi en tout cas, j'ai besoin de sentir cette différence. Et la plupart du temps, les designers viennent avec un book avec les pages finies, avec le produit fini. Finalement, ça nous intéresse moins. Moi, je ne suis pas du tout dans le sens de... Moi, les CV, je ne les regarde même pas. En gros, j'essaie de... Non, je ne regarde pas les CV. Il y a quelqu'un qui regarde pour moi, il fait une petite sélection. Oui, c'est une grande question que je voulais vous poser, parce que vous êtes, Sophie, vous êtes tous dans des entreprises qui ont des ressources humaines et côté design. Qui est-ce qui regarde les CV? Qui est-ce qui fait la première sélection? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut faire un CV, des choses différentes selon si c'est plutôt les ressources humaines ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Les ressources humaines chez nous, c'est validation finale. Ah, c'est validation, donc ça commence chez toi. Par contre, je pense que Marie, ça commence chez vous. Alors pour moi, ça commence DRH. C'est plutôt la validation finale et je suis assez sur la même méthode que David, hein, j'ai un peu rompu. Mais quelqu'un a déjà fait la sélection? Le CV, il est vraiment, je dirais, plus pour les RH que pour moi, et c'est plutôt moi ou mes équipes qui traquons les profils, on va dire. Et s'il y a un profil qui fait vraiment flipper, c'est tous les autistes de la création. Les autistes de la création. Ouais, les autistes de la création. Tous qui font des portfolios super léchés avec les trucs bien machin, et qui, quand on les a au téléphone, sont complètement introvertis, qui ont du mal. Et je vais essayer de chercher un investissement sur les réseaux sociaux, que ce soit des tableaux Pinterest, ou que ce soit un blog. S'il n'y a rien, moi je prends pas. Je prends pas parce que si c'est pas un langage commun, s'il n'y a pas un investissement de la création, parce que créatif, on est tous créatifs d'une certaine manière, c'est pas l'apanage des designers. Mais par contre, s'il y a une vraie capacité à communiquer, à donner à voir, à transmettre, et ensuite à inviter, à interroger aussi la société ou les contacter pour pouvoir avoir une vraie proposition de valeur, moi la valeur, c'est ça que je cherche. Et donc du coup, voilà, c'est ce que je cherche dans le designer, c'est quelqu'un qui a un projet, et un projet sur lequel il s'est investi, et où il n'y a pas de l'empathie, mais de l'altruisme. Et c'est super important. L'altruisme, ça ne se transmet pas par un CV. Hein. Ouais, c'est un formulaire pour moi, et je fuis les formulaires, parce que tout est super réglé, codifié, et là, tu ne peux pas exprimer une forme de... Tout est échanté, même la lettre de motivation. Hein. Je suis sûr que, oui, il va se caler ça, il n'y aura pas de faute, mais dès que tu vas faire le premier mail, ça va exploser dans tous les sens. Donc du coup, voilà, l'investissement au quotidien, on a des outils, on est ultra connectés, et je pense que c'est là-dessus que je vais chercher. Pardon, juste je voulais compléter ce que vient de dire David. C'est vrai qu'on parle de transformation. Aujourd'hui, il faut avoir conscience du fait qu'il existe, notamment pour les RH, des outils de gestion de vivier qui font cet exercice effectivement à partir d'un profil et d'une adresse mail, d'aller chercher
pour une adresse mail les comptes Pinterest ou autres, Instagram ou groupes LinkedIn qui vont ressortir et qui vont permettre de voir un petit peu effectivement les centres d'intérêt, oui alors effectivement attention, méfiance, hein, parfois ça vaut le coup d'avoir 2 adresses mail, notamment pour avoir son Facebook très privé avec une adresse et le reste pour tout ce qui est plutôt participation à des groupes sur des centres d'intérêt plus professionnels, plus métiers. Mais effectivement, aujourd'hui, ça existe, ça. Donc ça devient une forme de réflexe pour pouvoir effectivement aller un petit peu au-delà du CV et du book, mais voir un petit peu les intérêts et l'activisme, d'une certaine manière, des candidats, voilà, sur des sujets de design ou de choses qui nous intéressent. Chez Professionnel, on recrute par cooptation en fait. Donc ça va assez vite. Les gens qui vont travailler chez nous représentent des valeurs auxquelles on tient et on leur demande s'ils ont des camarades ou s'ils connaissent des gens qui vont représenter presque toutes ces valeurs-là. Donc eux se mettent d'une certaine manière, s'engagent aussi vis-à-vis de nous pour nous présenter des gens. Et voilà, le trait de crayon aussi m'intéresse pas mal, l'expression graphique. Et sinon, c'est les valeurs. Juste, je pense nous chez Forcium, je pense que vous tous, la même chose, on ne recherche pas une typologie de designer, de créatif, de personne à la fin. Je pense qu'encore une fois, j'en reviens à l'histoire de la carrière. Il y a des gens qui vont avoir un caractère, on va dire, d'expert, en quelque sorte, experts dans leur métier, qui vont exceller, il faut les accompagner là-dedans. D'autres qui vont se tourner plus vers le management, qui vont avoir peut-être une autre personnalité, d'autres envies. Donc aussi, il faut regarder, je dirais, par rapport à une équipe existante, comment on veut faire évoluer cette équipe, quel type de personnalité on aura besoin, puisque demain j'ai des managers à mettre en place. Peut-être déjà aussi dès le début essayer de comprendre si la personne qu'on embauche qui sort de l'école va plutôt avoir, on va dire, cette appétence ou au contraire être experte. Et ça je dirais que c'est votre personnalité, c'est vos envies. Et les entreprises, elles n'ont pas besoin que d'un seul type de designer, mais de différents profils. Donc là aussi, essayez pas de singer un profil parce qu'on vous dit qu'il faut faire comme ça, il faut être vous-même. Et c'est là où le deal se passera mieux quand même. Au contraire, effectivement, révéler vos particularités. Parce que c'est vrai que dans la diversité des consommateurs que nous avons, la diversité des marchés, on recherche forcément de la diversité. Souvent, nous, quand on embauche un designer, on lui demande des outils qu'il préfère, et puis on achète, parce qu'on même jusqu'aux outils, on va avoir une diversité d'outils, parce qu'on a une diversité aussi de fabricants avec qui on travaille. Enfin, je crois que le maître mot, c'est la diversité. Donc à chaque fois, on cherche une brique nouvelle, une personnalité, quelque chose de nouveau à ajouter dans l'équipe, dans les équipes. Alors, est-ce que vous recherchez des spécialisations? Tout à l'heure, Mélie, tu nous parlais en disant que tu recherchais plutôt le côté style par rapport à la mode, prêt-à-porter, sacs, chaussures, etc. Est-ce que tu recherches des spécialistes de design, chaussures? Est-ce que foot ou est-ce que tu cherches quelque chose de plus large? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on est spécialisé, plus on trouve facilement. C'est une réalité. Quelqu'un qui a fait le prêt-à-porter tout d'un coup décide de faire le sac, il aura du mal. Il va devoir recommencer quelque part et venir en pas et recommencer parce que le sac, ça représente pas seulement la forme, mais tous les cuirs, toutes les matières dures, c'est-à-dire toute la métallerie, les zips et tout ça, les components. Donc il faut réellement être spécialiste aujourd'hui, je pense. Que ce soit la maille, que ce soit les cuirs, que ce soit les objets durs, les lunettes. Aujourd'hui, on a tendance, mais c'est peut-être une erreur aussi des sociétés de vouloir mettre tout le monde dans des cases. Mais c'est vrai que dans une grosse société comme la nôtre, on n'a pas trop le temps de
former, enfin, surtout pour des postes seniors. Évidemment, des postes juniors, c'est pas pareil, mais le stage va déterminer beaucoup la suite de votre carrière. Donc, c'est intéressant de bien guider un peu vos envies de départ parce qu'on rentre dans un couloir et c'est plus dur après. Alors je pense, c'est intéressant Lily, parce que je pense que ça dépend vraiment du secteur d'activité dans lequel on va travailler. Parce que je pense qu'il y a d'autres secteurs où effectivement on a tendance à rentrer, et c'est vrai qu'on a tendance à rentrer les designers dans des cases. On est designer packaging, ou on est designer sac, ou on est designer très, très spécifique. Et en fait, dans certains métiers, c'est totalement autre chose. On cherche plutôt une vision 360, une vision, on revient à cette idée d'expérience. Comment est-ce que tu le ressens, toi, Philippe? Alors, je suis d'accord, sauf que la partie la plus difficile, c'est le premier boulot quand même. Oui. C'est de trouver le premier boulot. Et en fait, on parle de ça, c'est-à-dire que comment trouver son premier travail. Après, effectivement, on parlait tout à l'heure de curiosité, d'adaptabilité, ça permet facilement d'évoluer vers le deuxième, troisième, quatrième, passionné de chaussures de sport ou passionné, supposons, de bagagerie. Il va tellement, avec cette curiosité, apprendre des choses dans ce domaine, les concurrents, les acteurs, les fabricants dans le monde, comment c'est construit, comment c'est fabriqué, qu'au moment où il sort de l'école, même avant qu'il sorte de l'école, il a un boulot, c'est sûr. Et c'est ce premier boulot. Après, il y a le deuxième et le troisième qu'il faut penser. Mais il a ce premier boulot, c'est évident. Parce qu'il y a une différence tellement énorme sur le portfolio entre son intérêt, sa passion, ce qu'il a appris, et les autres, que voilà. D'accord. Il y a plein de points d'entrée. Aujourd'hui, je crois qu'au sein d'XD Lab, on a 70, un peu moins de 70 designers en portage, donc des freelances, qui travaillent pour nous, qui sont investis dans les projets. Parce qu'on n'a pas les tickets pour pouvoir prendre tous les designers qu'on a envie. Donc déjà, c'est une première expérience, un premier lien. Ensuite aussi, on travaille en partenariat avec des jeunes startups. En général, c'est des gamins sortis d'école qui ont monté une startup, qui ont développé quelque chose, et le projet est là, et on essaie de le câbler, de travailler avec eux. Donc il n'y a pas que le point d'entrée où traditionnellement je vais aller chercher le CDI avec le salariat. Non, ça c'est terminé. D'ailleurs, c'est là où on va moins, quelque part. Celui qui a déjà un projet, qui s'est déjà mis en danger, qui a une forme d'autonomie par le freelance, par le portage, déjà il prouve où il se forme à avoir une attitude, un comportement professionnel. Et celui d'autant plus qui a un projet de start-up, d'entrepreneuriat, aussi, il a une vraie logique business, il a une vraie logique aussi de pouvoir créer de la valeur par rapport à un panorama de compétition. Donc, du coup, c'est plus intéressant. Est-ce qu'il y a des postes que tu ne trouves pas? Oui. Ah. Oui, le designer du futur. Mais c'est dingue, hein, mais comme par rapport à la discipline dont je vous ai parlé, tous les UX designers qui font de l'iconographie, tout ça, pour moi, ça y est, ça ne m'intéresse plus. Tous ceux qui sont associés à réfléchir comment on va interagir avec la technologie d'humain de manière naturelle sur quel formalisme on va avoir avec ces agents intelligents. Et quand je dis agent intelligent, il suffit d'avoir quelques objets connectés et on crée un maillage et ça y est, une forme d'intelligence machine collective. Et donc du coup, avec ces capteurs, ces IoT, comment interroger cet univers-là. On est entre l'univers du jeu vidéo, entre le scénariste de séries de télé, et puis quelque part, on essaye de fusionner ça. C'est ces nouveaux métiers, des scénaristes des expériences de demain qu'on recherche. Et ça, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, dans les cursus pédagogiques d'aujourd'hui, on est en train de formater des designers dont on n'a plus besoin. Enfin, je suis un petit peu critique, mais on en discutait tout à l'heure, c'est comment gérer cette complexité, accepter aussi la complexité, pas gérer des complications industrielles. La complexité, c'est très hétérogène. C'est à la fois du monde des mathématiques, la psychologie, la cognitive, mais aussi des systèmes réglés, des réseaux, la programmation, du monde des mathématiques qui évolue énormément, sur les mécanismes du cerveau. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler cette matière. C'est un peu très différent, mais c'est interconnecté avec tous les milieux. Et c'est ce genre de talent qu'on recherche. Et pour ne rien vous cacher, ce sont les talents que je recherche, mais partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on vient nous chercher pour trouver ces talents-là, parce que c'est l'avenir. Donc, effectivement, je pense qu'il y a
les spécialisations par rapport à certains métiers, et tu as raison, le designer de chaussures de sport, parce qu'il est passionné, trouvera toujours du boulot, mais je pense que le futur, c'est vraiment une réflexion sur comment ça va bouger dans les années à venir. Je pense que chez Forestia, vous avez une réflexion aussi sur la mobilité du futur, comment est-ce que les gens vont bouger d'ici 15 ans. Ce sont les designers d'aujourd'hui qui doivent commencer à réfléchir à ça. Non, mais en fait, on est peut-être aussi éloigné que ça, parce que la voiture, ça connecte, enfin, en tout cas, ça connectait les gens avant qu'il y ait Internet, etc., physiquement. Demain, vos enfants et vous-même, et moi-même d'ailleurs, ne conduiront plus nos voitures. Ça va parler de cabine, je ne sais quoi. Tout ça, on y réfléchit, et finalement, je dirais que c'est même plus, la question n'est même plus de se positionner dans un système marketing concurrentiel, mais de trouver des nouvelles valeurs produits qui répondent aux attentes des clients, des services, et surtout d'être dans des produits qui sont beaucoup plus prédictifs sur le besoin à la personne. On a abordé ce thème-là différemment tous les uns les autres, mais effectivement, comment je cible mieux une clientèle en lui apportant peut-être un peu moins de publicité, mais plutôt un service qui soit en relation avec mon industrie, comment je vends une maison pour 1 euro, c'est tout à fait ça. Toutes les grosses industries aujourd'hui, Forestia, c'était, je dirais historiquement, de la plasturgie, de la métallurgie, donc on est dans l'industrie lourde. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, en tout cas, ce qui va driver notre stratégie, c'est le service. Alors qu'on continue de produire des pièces, hein, donc c'est comme Waze qui vous donne un GPS et en fait va fonder son business sur le big data, sur le fait qu'il récolte des informations et qu'il vous envoie aussi des informations dirigées, personnalisées. Donc on est sur une économie qui est en train d'évoluer très rapidement et c'est top, quoi. Enfin, j'aime bien la position de Nicolas parce qu'il va devoir prêcher, c'est même pas manager, hein, il va devoir prêcher sur le fait que le boulot de Forestia, c'est plus de créer des pièces pour de la mobilité, c'est plus l'expérience de la mobilité, c'est l'expérience d'habiter. Et entre l'expérience d'habiter et l'expérience de la mobilité, c'est des univers complètement différents. Et par rapport à tout ce panorama de caisseux qu'il a autour de lui, pour dire que vous faites plus le même métier et que c'est plus le même domaine, enfin, je trouve que déjà, c'est déjà anxiogène de travailler avec un créatif, mais quelqu'un qui prêche sur le fait que la valeur est ailleurs et sinon vous allez être relégué comme la commodité, c'est pareil hein, pour Orange. Hein, on va fournir des câbles pour du réseau, et si on reste là, eh ben on va perdre de la valeur, les centaines de milliers de salariés vont se réduire à peut-être ceux qui vont juste maintenir le réseau, et on captera plus de valeur. Donc du coup, c'est un vrai enjeu à la fois d'entreprise, de captation de valeur, et le designer doit être le prêcheur qui va permettre, c'est pour ça que j'ai articulé, j'ai insisté de débattre le directeur du design, mais aussi le directeur de la vision. Et ça, c'est important. La vision, c'est pas juste une hallucination qu'on va voir pour le futur, non. C'est tout le cheminement entre aujourd'hui et là où on doit aller pour pouvoir créer, transformer, piloter, conduire le changement d'une entreprise, à la fois dans les technologies et dans les compétences. Juste pour donner quelques chiffres, là, la structure dont je vais faire partie justement pour prêcher cette bonne parole, parce qu'il n'y a pas que des designers, mais on est 8 personnes, il y a 3 designers dans les 8 personnes. Sur un groupe de 100 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a dans une société B2B qui est un supplier automobile, etc., il y a une vraie conscience qu'effectivement, il y a une manière de repenser le positionnement stratégique de l'entreprise qui doit venir et qui ne vient pas de, je dirais, la fédération d'ingénieurs traditionnels qui sont les acheteurs et commerciaux et innovants, etc. Donc il y a vraiment un mindset qui évolue dans les entreprises là-dessus. Alors, le temps passe, mais je voulais juste parler d'un sujet, c'est l'international. Est-ce que vous avez tendance à recruter franco-français? Est-ce que vous cherchez des profils venant d'ailleurs? Et quel conseil est-ce que vous donneriez par rapport aux jeunes designers dans la salle, par rapport à aller travailler à l'étranger? Sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans une économie globale
est-ce que vous, quand vous recherchez des personnes qui ont un peu plus d'expérience, le fait d'avoir travaillé à l'étranger joue un rôle prédominant par rapport à votre choix? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'international? Milly? C'est certain qu'avoir une expérience à l'étranger est fondamental. Et surtout quand vous êtes jeune, vous avez peu d'engagement familial encore, pas d'enfants, pas de mari, de femme. C'est plus facile et je recommande toujours les jeunes candidats, s'ils peuvent faire à l'étranger, un an aux États-Unis ou en Asie, même en Angleterre, qui a déjà une autre manière de réfléchir que la française, est hyper importante. Et après, au fur et à mesure qu'ils deviennent seniors, c'est certain aussi qu'aujourd'hui, c'est très très mixte. Il n'y a pas que des Français. Chez Vuitton, je ne pense pas. Enfin, je pense, j'ai la certitude. Et c'est de plus en plus mixte. Je dois dire aussi que les réseaux scolaires est hyper important. Parce que si le DA est un Français, qui vient d'une certaine école bien précise, la tendance à prendre le numéro 2, le numéro 3 dans la même école. Donc il faut cultiver les réseaux de post-école que vous avez de chaque école parce que ça fonctionne réellement. Ça, c'est un point, donc c'est pareil, comme je disais, vous avez toutes les informations à portée de main. Vous pouvez savoir qui est le directeur artistique, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait comme école. Vous pouvez rechercher tout ça, c'est un très bon conseil. Et après, vous ajoutez à côté une deuxième fenêtre qui est la fenêtre de Behance. De Behance. Oui. Par exemple, si vous voulez rentrer, supposons, vous voulez rentrer chez Between, vous avez trouvé le nom sur LinkedIn, vous le balancez sur Behance et vous regardez quel est le ticket d'entrée pour rentrer chez Between. Le jeune qui est rentré juste 6 mois ou 1 mois avant vous chez Between, son Behance c'est ça, donc ça peut aider. C'est vrai qu'avant on était plutôt à l'aveugle, on ne se montrait même pas les portfolios dans la même promo parfois. Donc c'est dire que... Oui, donc aujourd'hui, pareil, on peut tout trouver. Au niveau international, L'Oréal? Alors au niveau international, pour prendre le parcours en termes d'évolution chez L'Oréal, alors bien sûr, avant de rentrer, quand vous êtes jeune diplômé, même chose, c'est important pour nous que vous ayez eu une expérience à l'étranger lors de vos stages. Donc si vous avez l'opportunité de le faire, vraiment foncez. Et puis tant qu'à faire, essayez de le faire le plus loin possible, en Chine, au Brésil, enfin essayez d'aller voir d'autres pays en dehors de l'Europe. C'est quand même intéressant pour nous et en termes pour vous de bénéfices, d'apports, de choc culturel, c'est aussi très fort. Et après, donc, globalement, comme on vous fait rentrer dans la maison mère, donc en France, à Paris, surtout quand vous êtes français, on développe votre expertise à la fois sur des métiers d'architecte d'intérieur et ou de designer d'objets, qui sont tous les objets qu'on trouve sur le point de vente, toute la publicité sur le lieu de vente, toute la PLV. Et soit vous le faites au sein d'une marque internationale et où vous êtes vraiment à la création de ces outils, soit vous êtes sur le marché France où vous adaptez ces outils pour les spécificités de votre marché. Donc vous commencez par ces jobs-là et après vraiment l'idée c'est de vous faire évoluer soit d'un point de vue managérial et de commencer à encadrer des équipes, soit de partir à l'étranger et ça on le fait de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'on a une pénurie, alors en tout cas chez nous, à l'étranger pour avoir des profils designers puissants, avec une force créative, avec du leadership, avec toutes les compétences qu'on va rechercher chez L'Oréal. Et finalement, si on arrive à développer les gens en interne, ce sont des métiers en cours, on arrive assez facilement à l'exporter parce qu'on est un peu en pénurie dans les différents marchés, contrairement au marketing où effectivement maintenant il y a des marketeurs un peu partout, donc on envoie vraiment les gens pour un instant T, pour une vraie valeur ajoutée qui ferait sens dans le business local. Mais par contre, pour les métiers du design, c'est très différent. Il y a vraiment une possibilité d'aller à l'étranger, pas tout de suite, mais après. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une évolution de carrière aussi, parce que c'est toujours un peu ce souci par rapport aux créatifs. Quelle est leur évolution de carrière et de pouvoir aller à l'étranger, commencer à manager des petites équipes, apporter son savoir-faire par rapport à l'étranger, c'est énorme. Alors nous, Forestia, on est présent en Chine, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, en tant que studio de design, je veux dire. Donc évidemment, on a un peu de toutes ces nationalités. Je déplore un peu qu'on soit un peu trop franco-français en Europe, parce que c'est une boîte française. Cela dit, il se trouve que grâce au travail formel
formidables que font des sociétés comme Louis Vuitton, Hermès et autres. La French Touch se vend extrêmement bien, notamment en Corée, en Chine, au Japon, et donc nous avons des demandes d'avoir, alors que l'on a des studios de design à Shanghai et au Japon, on a des demandes d'avoir des intérieurs de véhicules complètement dessinés d'Allemagne ou de France. Alors d'Allemagne parce que l'automobile allemande c'est le premium, automobile en général, et de France pour la création française. Donc du coup on est un peu dans ce paradoxe où finalement on aimerait bien être un peu moins français, mais on l'est quand même parce que c'est la demande du marché. C'est vrai qu'Orange est présent dans 18 pays, hein, plutôt les pays arabes, l'Afrique et puis l'Europe. Mais d'une certaine manière, l'exotisme qu'on va essayer de chercher, il n'est pas tant dans un territoire, dans une culture, mais dans un domaine de compétences. Et par exemple, j'étais très intéressé d'étudiants qui étudiaient la chimie du cerveau, qui étaient dans ce territoire et qui ramenaient ça dans une logique design, ou alors dans la microbiologie, ou des gens qui arrivent à pouvoir croiser des domaines très différents, qui suivent une certaine logique, et donc du coup il y a un cheminement de pensée qui est intéressant à importer dans ce domaine-là. Donc il y a les territoires bien évidemment géographiques, mais aussi il y a des territoires de disciplines qui sont intéressants. Ce qui rend le travail du designer 10 fois plus intéressant aussi, parce qu'il va travailler complètement en dehors de son contexte. Donc, chez Carrefour, en fait, le recrutement se fait soit à Massy, soit à Shanghai, soit à Hong Kong. Et par contre, essentiellement, des profils liés au marché où l'on distribue majoritairement, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, le Brésil. Donc, mais pour les jeunes diplômés, généralement, la première étape, c'est de faire un VIE de 2 ans, avec derrière peut-être une extension de contrat sur Shanghai ou sur Hong Kong. C'est la première étape, qui est une étape intéressante, puisque nous sommes dans ces bureaux de production, au contact des différents fabricants de ces pays-là. Et donc, ça permet aux designers d'apprendre beaucoup sur place, sur tous ces aspects industriels. C'est-à-dire que Carrefour offre des jobs VIE à l'étranger? Oui. Beaucoup? Là, dans le design, en ce moment, nous en avons 3. Sur, donc 2 sur Shanghai et 1. D'accord. Et 1 sur Hong Kong. Nous, aussi chez Professionnel, on prend des alternants, des contrats de professionnalisation. Oui, je pense que ce sont des autres moyens de recruter. Je pense c'est des moyens très efficaces parce qu'en fait, un salaire, c'est un salaire pour l'entreprise. Et on est quand même assez aidé à ce niveau-là fiscalement. Et c'est quand même le parcours du combattant pour l'étudiant de trouver un employeur. Donc ces aides-là... Puis je pensais, ce que tu disais David aussi, c'est le fait de travailler avec des startups. Donc il y a tout à fait cette possibilité, si vous ne trouvez pas, il n'y a pas assez de postes aujourd'hui par rapport à tous les designers, mais il y a d'autres façons de travailler, des façons plus collaboratives, de travailler ensemble, de créer des startups, d'avoir des idées et de transmettre ça aux entreprises qui vont pouvoir travailler avec vous sans vous embaucher nécessairement, mais c'est déjà une première porte d'entrée dans l'entreprise. Juste une chose, le statut d'auto-entrepreneur, moi j'ai poussé une dizaine de jeunes à le prendre, et encore une fois en 2 clics, maintenant c'est un tout petit peu plus étoffé, mais le statut d'auto-entrepreneur est une vraie richesse pour nous parce que c'est beaucoup plus léger et c'est hyper simple pour vous. Vous arrivez chez un patron, vous n'êtes pas une charge en fait, vous êtes une valeur ajoutée. Alors en agence, sur le point de l'international, les agences sont des PME, hein, à l'inverse de toutes les belles entreprises qu'on a là. Donc évidemment des structures beaucoup plus modestes. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas de réseau international, donc on est évidemment toujours très très friands de talents qui ont pu dans leur parcours, soit dans le cadre de leurs études ou de stages, ou pour les gens un petit peu plus seniors, d'expérience professionnelle un petit peu plus longue,
ont pu travailler effectivement sur différents marchés, parce que ça apporte incontestablement une ouverture d'esprit et un regard extrêmement intéressant. Ça va nous permettre d'enrichir notre démarche qu'on fait auprès des marques qui, pour le coup, depuis la France, on accompagne souvent sur des projets internationaux, notamment Orange, on accompagne sur la partie réseau de magasins. Donc ça, c'est important, mais on n'a évidemment pas la même promesse et la même offre qu'on peut faire que les entreprises. Sur la partie flexibilité et auto-entrepreneur, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de mutation, c'est récurrent dans notre discours ce matin, mais on ne vous apprend rien. On a besoin de plus en plus de pouvoir ponctuellement faire appel et pour autant sans grossir les rangs et devenir des machines trop lourdes et trop coûteuses, de talents très spécifiques, d'une expertise. Alors ça peut aller parfois sur des choses qui vont un petit peu au-delà du design, mais c'est vrai que sur certains projets, on peut avoir besoin d'un philosophe ou d'expertise très particulière. Le fait d'avoir... Et par ailleurs, ce qu'on observe, c'est qu'on sent bien que les générations qui arrivent sur le marché du travail ont un peu envie de repenser leur mode de travail et la relation avec l'entreprise. Hein. Alors, il y a 30 ans, on rentrait dans une entreprise à 20 ans, puis on en ressortait au moment de la retraite. Aujourd'hui, c'est déjà très différent, on multiplie les expériences. Je pense que demain, il y aura encore une distance un peu différente, avec une vraie indépendance des gens qui viennent apporter ponctuellement, soit dans le cadre de freelance ou de petites start-up, ponctuellement une expertise très précise pour travailler. C'est intéressant aussi cette approche plus élastique et plus souple. Par ailleurs, c'est vrai que sur des jeunes talents, c'est intéressant côté entreprise parce que ça montre une capacité à se prendre en main, à être autonome, à aller chercher des clients, à piloter des projets, à travailler avec un certain nombre d'expertises complémentaires. Enfin, c'est forcément là aussi signe d'une capacité de travail en équipe qui est tout à fait intéressante. Donc c'est une voie auquel il faut que vous puissiez penser, soit en début de carrière, soit après avoir fait un petit peu vos armes dans une entreprise. Je vois le temps passer, je vois Anne-Marie qui commence à me regarder. Est-ce qu'on peut terminer juste avec un petit conseil en 15 secondes par rapport aux personnes qui sont dans la salle, qui sont tous des jeunes diplômés, qui vont arriver ou qui sont sur le marché du travail? Ce serait quoi votre conseil? En ce qui me concerne, si vous voulez entrer dans l'univers du luxe, il faut être sensible à cela. Parce que faut comprendre la mode. C'est bien de pouvoir aimer un produit, et vous êtes designer de produit, la plupart, mais si vous ne connaissez rien à la mode, vous rentrez dans un clan. En fait, quand vous intégrez Louis Vuitton, vous rentrez dans un clan. Si vous rentrez chez Prada, c'est une autre mentalité. Et chaque marque de luxe est un clan. Donc il faut comprendre ça, il faut comprendre cet univers, il faut avoir envie d'y être. Parce que sinon, ça ne sert à rien de venir et vous serez un peu un outsider et ça ne marche pas. Donc il faut, pour moi, en ce qui me concerne, il faut vraiment aimer cet univers. Tout le monde n'aime pas, mais si vous n'aimez pas, c'est pas la peine d'essayer parce que sinon vous allez sentir mal. C'est vraiment comprendre non seulement le luxe, mais comprendre l'entreprise. Ok. Peut-être on va commencer avec Lila. Des conseils, j'en ai pas un spécifiquement qui me vient à l'esprit, mais c'est effectivement savoir ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie d'entrer dans un clan, dans une marque? Est-ce que vous avez envie, au contraire, de travailler pour tout un tas de marques? Identifier peut-être la spécialisation sur laquelle l'expertise que vous allez vouloir creuser, puisqu'effectivement, elle va quand même vous mettre sur des rails, et puis même s'il y a des passerelles après au fil de la carrière, quand on est un expert du design, enfin, d'une des catégories de produits qu'on a évoquées là, ou du packaging, ou du brand content, enfin du design digital, ça vous met quand même dans une expertise dont il sera un peu plus compliqué de sortir.
Donc il faut vous poser les bonnes questions pour construire votre projet et identifier ainsi vos cibles, où vous serez d'autant plus percutant. Marie ? Alors, effectivement, ça va être un peu répétitif, mais pour dire structurer votre projet professionnel, que ce soit dans l'expertise que dans le domaine d'activité. Transmettre votre énergie et votre passion. Ça paraît bête, mais j'ai des gens en entretien qui on n'a pas l'impression qu'ils ont envie de rentrer en fait, d'être embauchés. Donc vraiment transmettre cette envie, votre motivation, ce que vous voulez faire et pourquoi. Et vous faire confiance, c'est-à-dire, c'est pas facile, je pense que toute notre vie on travaille sur soi, de se dire qui on est vraiment, mais de vous dire voilà, c'est important de mettre en avant qui je suis, mes aspérités, parce que c'est pour ces aspérités que vous serez recruté par certaines entreprises et pas par d'autres. Et c'est pas grave, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qui vous êtes vraiment, et pour qu'il y ait un match entre vous et l'entreprise qui est en face de vous. Parce qu'à la limite, même si vous préparez super bien votre entretien, mais que c'est pas vous-même, vous allez rentrer dans un univers qui ne vous correspondra pas, et vous arriverez probablement à un échec. Du coup, après, pour remonter quand vous êtes au fond de la piscine, c'est pas facile. Donc voilà, vraiment ne pas avoir peur d'être qui vous êtes. Sophie ? Moi, je reçois beaucoup de CV et en fait, je reçois assez peu de coups de téléphone et encore moins de visites spontanées. Et bon, c'est une petite entreprise, encore toute proportion gardée avec vos groupes. Mais j'ai récemment embauché une architecte qui est passée me voir à une heure tout à fait impromptue. J'avais pas rendez-vous. Elle a dit écoutez, moi, vous me recevez quand vous voulez. En tout cas, voilà mon CV. Et je dirais que c'est vraiment aussi la volonté de faire les premiers pas. Parce que voilà, en tout cas dans les PME, nous on est confrontés à un vrai problème de recrutement, sachez-le, et on est comme vous, on est aussi démunis à notre niveau. Vous apportez une valeur ajoutée, il ne faut pas hésiter à forcer et à montrer vos spécificités. Oui, en fait c'est vrai que vous avez une vingtaine d'années, et donc cette vingtaine d'années finalement c'est construite à partir de votre éducation, de vos parents, les valeurs de votre famille. Et c'est ça, comment vous fonctionnez, c'est aussi ça qu'on a besoin de comprendre. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que finalement les quelques années que vous avez pu suivre dans une école de design. Donc comment vous fonctionnez, c'est très très important parce que ça va aussi vous permettre de déterminer dans quel univers vous pouvez finalement vous diriger. Et pour compléter, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui ont été partagées, c'est vrai que par exemple pour venir chez Carrefour, il faut aimer être soi-même commerçant. Moi je suis camelot à mes heures perdues, donc je vais en hiver pour m'amuser à vendre des trucs. Non mais c'est réel, il faut aimer designer chez Carrefour, c'est être commerçant et aimer ce métier aussi. Donc aimer le métier, les métiers de l'entreprise, si on vise une entreprise en particulier, enfin une structure. Et puis dernier petit truc, j'ai dépassé les 15 secondes. Faut pas oublier que finalement tout le monde a des idées dans une structure, sur une entreprise ou autre. Et ce qui fait souvent la différence d'un designer par rapport aux autres, c'est sa capacité à faire une synthèse et une représentation concrète, que ce soit un objet, un service ou autre. Faire une synthèse de plein d'idées des autres aussi. Une synthèse concrète, facile à comprendre, séduisante, désirable, mais aussi pertinente pour l'employeur ou pour la structure pour qui on travaille. C'est ce côté magique, un peu. Nicolas? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carrière. Il y a la carrière où vous allez vous épanouir, c'est celle-là qu'il faut comprendre, qu'il faut choisir. Il faut comprendre qui vous êtes, mais peut-être pas être complètement auto-centré. Il faut aussi comprendre qui vous avez en face de vous, hein, parce que c'est cette affaire d'interaction dans l'entreprise. Voilà, je suis d'accord avec vous. Et David, je te laisse terminer. Alors, ma part de féminité vous dirait, écoutez votre petite voix, embrassez la complexité pour nourrir votre intuition, et ma part de virilité vous dirait, affûtez vos armes, battez-vous encore, et puis travaillez. Voilà. En gros, il n'y a que par le travail, malheureusement, qu'on arrive à atteindre l'excellence. Et c'est ce qu'on recherche tous. Heureusement, parce qu'on peut être passionné par son travail. Alors
vous êtes une génération très volatile, je dois dire, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne reste pas très longtemps dans une seule société. Mais si vous rentrez dans une société en CDI, vous avez la chance d'être dans une société et que vous êtes chassé par les bons chasseurs de tête que nous avons ici, eh bien, sortez bien aussi. N'oubliez pas, je sais qu'on n'est pas encore là, mais c'est un conseil que je vous donne pour la vie. Si vous sortez mal d'une société, eh bien, malheureusement, ça reste. Hein. Ça reste toujours, c'est un petit univers et la réputation suit. Donc, tout se sait. Et tout se sait. Et donc, si vous rentrez, très bien, mais sortez aussi bien. Bon, mais écoutez, je vous demande de franchement applaudir ce panel qui sont de très très bons conseils. Je crois que vous allez avoir l'opportunité cet après-midi de pouvoir présenter ce groupe. Donc, souvenez-vous, soyez au courant de l'entreprise. Recherchez bien, faites un travail, trouvez un travail, faites un travail. Donc, gardez ça en tête. On n'y va pas juste comme ça. On travaille pour trouver un travail. Un beau sujet.